حجرة على حجرة مبنيين لذكريات الاحتلال. في يوم من الأيام هبت ريح التاريخ وحطمتهم. 21e RIC. 22e RIC. Pierre sur pierre sculptée en souvenir du fracas des armes. Et un jour, les armes se retournent contre le peuple. 23e Et le peuple a vaincu les armes et a changé les pierres. حجرة على حجرة منقوشين لذكريات دوي السلاح اللي رجع ضد الشعب، وانتصر الشعب على السلاح وغير الحجرات. Pierre sur pierre, nous avons bâti au-dessus de notre ville, pour la révolution de novembre, en souvenir, non pas dalles pesantes pour écraser les martyrs dans l'oubli, mais vrilles de pierre du sol au ciel. حجرة على حجرة بنينا مدينتنا من أجل ثورة نوفمبر بدون إسمنت، حتى ما ننساش الجبال. مدينتنا بنيناها من الحجر، من الأرض للسماء. Pierre sur pierre, flamme de pierre de notre terre vers notre soleil. حجرة على حجرة، وعلى الهيب حجر أرضنا في اتجاه شمسنا. Pierre fossile de la mémoire, mais lente danse du souvenir. Enterrer la haine, pierre sur pierre, et au nom d'hier, veiller sur l'avenir, pierre par pierre. حجرة على حجرة دفنا الحقد، باسم البارح ترجينا المستقبل. Difficile de se promener dans Alger sans trouver des gens qui veulent dialoguer. Et ici, il y a devant moi Ismet. Alors Ismet, qu'est-ce que tu veux, toi? Alors moi, j'ai l'idée de créer un dialogue entre jeunes Français et jeunes Algériens. Alors ça, peut-être par l'intermédiaire, en passant par le truchement d'un lycée. Alors on fait ça de lycée algérien qui parle à un lycée français dans le but de mieux nous connaître, d'améliorer nos relations. Et je vois pas pourquoi maintenant il y aurait des problèmes. Moi-même, je suis issu de la génération après 62 et les gens avec qui je dialoguerai n'auront pas connu aussi la période de guerre. C'est ça, il n'y a pas eu de sang entre vous? Non, il n'y a pas eu de sang, aucune séquelle. Bon, il y a une histoire qui est commune. Mais justement, sur cette histoire aussi, il faudrait discuter parce que jusqu'à présent, il n'y a eu que la version française et il y a beaucoup de choses qui nous portent atteinte et on voudrait voir maintenant dans une optique voir si au futur on ne pourrait pas nous-mêmes, en dialoguant, en contact, construire cette histoire, la faire. Réécrire l'histoire. Réécrire l'histoire, oui, réécrire l'histoire ensemble. Ouais. Et là, on se mettra tous d'accord qu'il ne portera ni atteinte aux Français, ni eux nous porteront atteinte. Tu penses que c'est une nécessité aujourd'hui? Oui, c'est très très important ça. Oui. Sinon, il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas de contact réel, il n'y aura pas d'amitié, c'est pas possible. Mouloud Feraoun, Robert Aymar, Ali Amouten, Marcel Basset, Max Marchand, Salah Ould Daoudia. En 1962, ils essayaient d'écrire ensemble une histoire de la conquête de l'Algérie respectant la dignité des deux peuples, une histoire fraternelle. C'est cette fraternité que l'OAS refusait. C'est pour ce crime qu'elle a ici assassiné ces 6 hommes.
واحد الساعة وجيت نلقى الرومية قالت لي راه خشوا 4 نتاع البواس لهنا. قلت لها وين راحوا؟ قالت لي راهم ورا البراكة. شوية هكذا أنا طلعت للدار وهما جيت باش نحي الخضرة من القفة وهو بعد رصاص تكلم الرصاص. أنا طليت هكذا نلقى مسيو باسي لهنا ميت، نلقى مسيو عمار لهيه ميت، نلقى مسيو اسمه ماكس مارشال لهنايا، والعرب منا مولود فرعون داروه في البيرو هذاك، داتهم الموزا سيمون باش دير له الدواء. الو قتلوهم ومن بعد هذو قاعدين يلموا هاك في لي بال هاك من الارض. J'ai été amené dans les années 50, j'avais 20 ans et des poussières, à me poser des questions sur l'histoire des conquêtes coloniales, en me faisant traduire ce que racontaient les griots africains et les médas du Maghreb. Je m'étais rendu compte qu'il y avait un fossé entre leur chant et ce qui s'enseignait en France sur la pénétration coloniale. Et je me suis aperçu avec stupéfaction que ce que racontait la tradition orale africaine recoupait les écrits des conquérants français de l'époque, et que l'enseignement que l'on donnait aux enfants de France était une trahison pure et simple de la vérité historique. Sur l'Algérie, par exemple, tous les livres d'école racontent qu'il s'agissait d'une contrée sauvage et déserte, appelée d'ailleurs barbarie, et que la France, pour sauver son honneur bafoué par un coup d'éventail, avait conquis ce pays par une série de brillantes victoires dans le seul but d'y faire pénétrer la civilisation. Aujourd'hui, j'ai trouvé à Alger un photographe algérien qui a entrepris de mettre en lumière ce qu'était Alger avant la conquête, en se servant uniquement de dessins et croquis de voyageurs de l'époque. Monsieur Kouassi, vous êtes photographe et vous sortez une première œuvre éditée. Cette première œuvre éditée, si vous aviez à la présenter, vous diriez quoi? C'est une œuvre à caractère historique, Algérie d'hier, Algérie de toujours. En arabe, Jazair al-Ams, Jazair al-Khalida, qui retrace un peu, en gravure d'époque, la vie en Algérie avant la colonisation française. Ces gravures m'ont permis de montrer au public que l'Algérie existait bien, avec ses villes, avec ses coutumes, avec ses traditions. Avant de faire ce livre, j'ai organisé plusieurs expositions à travers l'Algérie, avant l'indépendance, à l'extérieur, dans les pays maghrébins, en France même, en Europe. Et j'ai constaté l'intérêt et l'étonnement que les gens éprouvaient en voyant ces gravures. Ce livre appuie d'une façon modeste, bien sûr, l'idée que l'Algérie était au même point que toutes les nations d'Europe. En cela, tous les historiens sont d'accord avec M. Kouassi. L'Algérie de 1830 était au même niveau de civilisation que les nations d'Europe méditerranéenne, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, celles qui n'avaient pas encore été touchées par le début de l'ère industrielle. Ces documents faits par des Français, par des Hollandais, par d'autres artistes européens n'ont jamais été diffusés à grande échelle parce que justement ça montrait que l'Algérie existait malgré ce que nous avions appris à l'école française pendant la colonisation, que l'Algérie était un pays de marécage. C'est des documents qui retracent tout de même une vie réelle. Je pense que c'est l'honnêteté, que c'est un rétablissement normal de la vérité.
pensez donc que le dialogue maintenant est parfaitement possible? Il est très possible d'égal à égal. C'est dans cet esprit de discussion d'égal à égal que nous avons invité Roland Bacri, le petit poète du Canard enchaîné, né à Bab el-Oued, à venir évoquer la responsabilité de sa famille, les Bacri, dans ce coup d'éventail qui servit de prétexte à la conquête. Roland Bacri, voulez-vous que nous discutions un peu de cette période de la vie de votre famille à Alger? C'est votre histoire, c'est l'histoire de France, d'Algérie et l'histoire de ma famille. On était des Espagnols de l'armée en déroute, on est arrivé à Livourne, et puis en 1770, tout d'un coup, les Bacri de Livourne sont venus à Alger. C'était des grands banquiers, des grands marchands de blé, et on nous appelait les rois d'Alger parce qu'on était très importants. Et Mais auparavant, une seconde, quand même, pour établir l'histoire dans son ensemble. Vous êtes parti d'Espagne parce que la famille Bacri juive avait des problèmes avec l'Inquisition. Ben oui, parce que tous les juifs de l'époque, où on devenait catholique, et ma mère, elle n'aurait jamais accepté, ou alors on restait juif, mais on foutait le camp. Alors on est allé à Livourne. Mais avant, vous viviez, c'est pour établir un certain point d'histoire comme ça, avant vous viviez très bien avec les musulmans en Espagne. Ah, de toute façon, Bacri, même à Alger, on nous appelait les Ben Sarot. Je ne sais pas ce que ça veut dire en arabe, mais nous, des Bacri, ça existe aussi en arabe, quoi. Moi, je suis un judéo-arabe. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, moitié juif, moitié arabe, et maintenant moitié français. On est trois moitiés. Alors, c'est pour dire, donc, on était des Ben Sarot, je ne sais pas pourquoi, et puis Bonaparte, comme il voulait faire sa campagne d'Égypte, il avait besoin de blé. Et donc, il s'est adressé au dé Hussein, le dé turc. Et il a dit qu'il voulait acheter pour 14 millions de francs or de blé pour que Bonaparte puisse aller à la campagne d'Égypte. Bon. Auparavant donc, rétablissons aussi un point d'histoire, l'Algérie n'était pas une région tellement déserte et sauvage, puisqu'elle pouvait se permettre de vendre des quantités assez considérables de blé à la France. C'est terrible. Le dé Hussein n'arrivait pas à récupérer 14 millions de francs or. La France devait de l'argent au dé d'Alger. C'est ça. Et au Bacri, bien sûr, puisque nous, on était les mandataires. Alors, M. Roland Bacri, c'est Bacri qui a obtenu les créances et qui est parti les présenter en France dans l'espoir de se faire payer par le gouvernement français les dettes datant de cette commande faite par Bonaparte en 1795. En 1795 et qui, en 1827, n'est toujours pas payée. Toujours pas. Alors, donc, le consul de France reçoit mission d'aller voir le Dey, ou c'est le Dey qui lui demande de venir le voir? Non, c'est pareil, sur un bourricot, et il monte les petites rues de la Casbah, avec des poternes, des lanternes, enfin tout ce que vous connaissez, la Casbah d'Alger. Hein, et il arrive au palais qu'on a appelé par la suite le palais de l'Éventail. Vous connaissez, dans la Casbah, il y a le palais de l'Éventail, du coup d'Éventail. Bref, il arrive là-bas, et puis, d'abord, c'est tiens mon frère, enfin tout ça, c'est toutes les salam alek d'usage, hein. Et ça tourne vite à l'aigre. Ils se traitent de tout, et l'autre, un il prend la mouche, l'autre il prend le chasse-mouche, et il donne un coup sur la... Alors, point historique, c'est un chasse-mouche ou c'est un éventail? Bref, le consul, il est tout rouge de la gifle, et ainsi de suite, il repart là-bas, et puis il dit, voilà, ils m'ont donné une gifle, etc. Et l'autre, en colère, il dit, bon, ben, puisque c'est comme ça, il appelle le général de Bourmont, garde à bout fixe, allez rompre les négociations, ils rompent les négociations, et on va envoyer les troupes à Sidi Ferruche, parce que là-bas, il paraît qu'il y a une plage terrible. Et c'est en 1830 que vous savez que les troupes françaises ont débarqué. Voilà. Monsieur Bacri, vous dites, pour défendre l'honneur de vos aïeux, que la dette française n'avait pas été réglée au Dey. Ça, c'est un fait, c'est sûr. Mais est-ce qu'elle n'avait pas été réglée au Bacri? Parce que... C'est très compliqué. C'est pas si compliqué que la science d'argent, c'est compliqué si on se réfère aux historiens qui ne sont pas comme vous, des historiens de rien. Oui, je sais. Il y a monsieur Charles-André Julien, qui est un grand spécialiste des questions, qui vous a écrit, il y a quelques années, « Mon cher Bacri, tu as touché en 1800 un premier acompte de 3 175 000 francs, puis un second de 1 200 000 francs grâce à l'intervention de ton ami Talleyrand. Pardon. Tu lui avais d'ailleurs considérablement graissé la patte. Et tu lui avais tellement graissé la patte qu'il en était devenu boiteux. C'est passé dans l'histoire. En 1819, ce même boiteux t'a fait obtenir 7 millions par un vote des chambres. Tu as fait une admirable affaire et du même coup roulé le Dey d'Alger, qui était le seul créancier valable et qui n'a pas touché un sou. D'où le coup d'éventail. Tu as quand même une lourde responsabilité familiale. Faut reprendre l'histoire telle qu'elle est.
Cher Bakri, c'est justement ce que souhaitent les Algériens qui n'ont récupéré en 1962 dans les bâtiments officiels d'Alger que bien peu de documents d'archives. Ces quelques documents et les recherches d'historiens permettent déjà d'établir que même si Joseph Bakri, en gardant à son compte les sommes qui lui furent versées pour régler une partie des dettes françaises au dé, a une grande responsabilité dans le coup d'éventail, ce coup d'éventail ne fut guère qu'un prétexte. Le roi de France, Charles X, avait besoin de reprendre en main son armée. Il a pensé qu'une expédition sur Alger lui permettrait de donner à ses militaires gloire et butin. Quant aux tenants du capitalisme naissant, leur théoricien Sismondi écrivait dès mai 1830 « Ce royaume d'Alger ne sera pas seulement une conquête, ce sera une colonie, ce sera un pays neuf sur lequel le surplus de la population et de l'activité française pourra se répandre. » Voilà les véritables raisons de la conquête dont il faut aussi éclairer les méthodes. Alors j'ai pris des documents à la Bibliothèque nationale à Paris, des témoignages des conquérants de l'époque, des conquérants français. D'abord, des extraits du bréviaire que l'on avait remis aux officiers et soldats qui s'en allaient en Afrique. Cela s'appelait « Aperçus historiques, statistiques et topographiques sur l'état d'Alger ». Voici quelques-uns de ces extraits. Ces contrées sont des terres vacantes, abandonnées aux mauvaises herbes par la paresse et l'indolence des morts. Les femmes du pays sont livrées par la paresse des Arabes, qui passent toute leur vie à fumer, à la turpitude de mœurs extrêmement relâchées. Elles n'ont pas de religion. Beaucoup doutent qu'elles aient une âme immortelle et croient qu'elles ne sont faites que pour la reproduction. Le climat aidant, les femmes sont nécessairement disposées au plaisir. Alors, allez-y, des terres vacantes et des femmes consentantes qui n'attendent que les soldats français. Et puis, à côté, j'ai vu d'autres documents qui marquent l'étonnement des officiers français qui débarquaient en Afrique. C'est Campagne d'Afrique en 1830 par un officier du corps expéditionnaire. Cette terre, qu'on avait présentée comme sauvage et inhabitée, est couverte de jolies maisons de campagne entourées de jardins. Toutes sont bâties sur des hauteurs dont les mouvements onduleux contrastent tout à fait avec l'aridité des côtes de Provence. La végétation y est superbe, et partout des sources et des courants d'eau fécondent la terre. Les fruits y sont en abondance. Un grand nombre d'aqueducs amènent les eaux jusqu'à la capitale. Et le maréchal Bugeaud lui-même. J'ai reconnu que l'Algérie produit beaucoup de grains, une immense quantité de bétail. L'immensité des terrains ensemencés atteste l'existence d'une population beaucoup plus nombreuse qu'on ne le pensait. Le commandant Claude-Antoine Roset, dans Voyage dans la Régence d'Alger en 1833. Presque tous les hommes savent lire et compter. En France, on compte à l'époque 40% d'analphabètes. Ainsi, les soldats qui débarquent sont en général moins instruits que les sauvages qu'ils viennent civiliser. Le ministre de la guerre de l'époque, il s'appelait Girard. Il faut se résigner à refouler au loin, à exterminer même la population indigène. Le ravage, l'incendie, la ruine de l'agriculture sont peut-être les seuls moyens d'établir solidement notre domination. Savary, duc de Rovigo. Apportez des têtes, bouchez les conduites d'eau avec la tête du premier bédouin que vous rencontrerez, au nom bien sûr de la civilisation. Christian, dans l'Afrique française, un détachement de l'armée parti d'Alger surprend la tribu désarmée des Olifias et massacre sur le champ tous les hommes, femmes, enfants, sans distinction. On parlera de 12 000 morts. Les troupeaux raflés aux Olifias seront vendus au consul du Danemark. Quant au reste du butin, il fut exposé au marché de Babazoun. On y voyait des bracelets de femmes, encore attachés à des poignets coupés, et des boucles d'oreilles pendant à des lambeaux de chair, au nom de la civilisation. Le colonel François de Montagnac. Selon moi, toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être rasées. Tout doit être pris, saccagé, sans distinction d'âge et de sexe. L'herbe ne doit plus pousser là où l'armée française a mis le pied. Saint-Arnaud, il était commandant et c'était aussi un mari très attentionné. Il écrit à sa femme « Chère Louise, je suis bivouaqué par une chaleur de 40 degrés au milieu de 20 villages superbes qui ne se sont jamais bien soumis. Je leur ai donné jusqu'à ce soir pour payer les impôts et les amendes que je leur inflige. S'ils ne s'exécutent pas, j'enverrai 3 colonnes brûler tout. » En juin 1845, la tribu des Ouled Riha, chassée de ses douars par les détachements incendiaires du colonel Pélissier, se réfugie dans des grottes de montagne. Ordre du maréchal Bugeaud. Si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, imitez Cavaignac aux Béha, fumez-les à outrance comme des renards. Voici le récit d'un témoin, français bien sûr. Voir au milieu de la nuit, à la faveur de la lune, un corps de troupes françaises occupé à entretenir un feu infernal.
entendre les sourds gémissements des hommes, des femmes, des enfants et des animaux, le craquement des rochers calcinés s'écroulant. Le matin, quand on chercha à dégager l'entrée des cavernes, gisaient des bœufs, des ânes, des moutons. Parmi les animaux, entassés sous eux, on trouvait des hommes, des femmes, des enfants. J'ai vu un homme mort, le genou à terre, la main crispée sur la corne d'un bœuf. Devant lui était une femme tenant son enfant dans ses bras. Cet homme avait été asphyxié au moment où il cherchait à préserver sa famille de la rage de cet animal. On a compté 760 cadavres. Le 8 mai 1845, Saint-Arnaud découvre 500 Algériens qui s'abritent dans une grotte entre Ténès et Mostaganem. Saint-Arnaud ordonne à ses soldats de les emmurer vivants. Il écrit « Je fais boucher hermétiquement toutes les issues et je fais un vaste cimetière. La terre couvrira à jamais les cadavres de ces fanatiques. » C'est à peu près ce qu'ont dit les Allemands en massacrant le village d'Oradour-sur-Glane. Montagnac, toujours lui, le colonel. Voilà comment il faut faire la guerre aux Arabes. Tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans. Prendre toutes les femmes et les enfants. Vous me demandez ce que nous faisons des femmes que nous prenons? On en garde quelques-unes comme otages. Les autres sont échangées contre des chevaux et le reste est vendu à l'enchère comme bête de somme. Toujours au nom de la civilisation. Nous rapportons un plein baril d'oreilles récolté pair à pair sur les prisonniers. Il contient même celle d'un de nos 58 gendarmes morts de maladie. 2 pièces de 100 sous ne sont pas à dédaigner. Le maréchal Soult, ministre de la guerre, répondant à des questions à la Chambre des députés. En Europe, un tel acte serait horrible et détestable. En Afrique, c'est la guerre même. C'est la guerre même, c'est du moins ce que dit le ministre français, mais en face, voici un décret pris par l'émir des Arabes, l'émir Abdelkader. Tout Arabe qui amènera vivant un soldat français recevra pour récompense la somme de 8 douros. Tout Arabe qui aura un Français en sa possession sera tenu de le bien traiter et de le conduire le plus promptement possible, soit devant le califat, soit devant l'émir lui-même. Dans le cas où le prisonnier aurait à se plaindre de mauvais traitements, l'Arabe n'aura droit à aucune récompense. À la lecture de ce décret, question d'un soldat algérien, quelle récompense pour un prisonnier vivant? L'émir répond 8 douros. Et pour une tête coupée, l'émir répond 25 coups de bâton sur la plante des pieds. De quel côté était la civilisation? J'ai donc fait ce film avec les citations et des dessins et gravures qui étaient à la Bibliothèque nationale à Paris. Et j'ai proposé le film à la Ligue de l'enseignement pour qu'il soit projeté dans les lycées et collèges de France et de Navarre. La Ligue de l'enseignement l'a refusé avec cette appréciation. Quoique très correctement réalisé et basé sur des documents indiscutables, ce film va à l'encontre de toutes les idées qui servent de base à l'enseignement de la pénétration française en Afrique du Nord, ce qui rend sa diffusion impossible. C'était reconnaître que l'enseignement n'avait pas pour but l'éducation, c'est-à-dire l'ouverture vers la réalité, mais l'endoctrinement au service d'une idée politique, ici le colonialisme. C'est cet enseignement, cette information de type colonial dont les Français ont été abreuvés qui a contribué à creuser le fossé en gommant toutes les luttes menées par les Algériens dont le combat ne s'est pas arrêté avec l'exil d'Abdelkader. L'histoire de ces luttes, occultées en France, constitue la saga de l'Algérie réelle, celle de la mémoire populaire. C'est le chanteur Fergani célébrant les batailles menées par Ahmed Salah Bey. C'est l'épopée de Leila Fetman Soumer dans les montagnes de Kabylie. La révolte des Oulettes Sidi Cher, dont les soldats français firent sauter la Kouba. Une trame de levée populaire, d'embuscade, de guérilla remettant 100 fois en cause la conquête. Dans les campagnes algériennes, des noms de héros s'implantaient par les voix des Meddas, dans les têtes et dans les cœurs, parce qu'ils étaient tombés en résistant. Côté français, ils étaient simplement cités comme bandits liquidés par les armées de pacification. Areski Ben Béchir, Abdoun Ben Ahmed Ben Saïd, Kaddour Ouziane El Kalaï,
Yacoub Ben Soltan, Sisliman, El Mokrani. Des jalons d'une longue histoire. À chaque levée populaire, la répression s'abattait, l'administration coloniale confisquait de nouvelles terres et implantait de nouveaux colonisateurs. Des colonisateurs qui, aux yeux des populations algériennes, ne pouvaient être que des usurpateurs de titres, de droits, s'appropriant par la force les terres les plus fertiles. Aujourd'hui, on peut dresser la liste des révoltes et des répressions, des spoliations, une carte des révoltes algériennes, jalonnée d'oradours. Mais la seule carte que connaissaient à travers les écoles les enfants de France, c'était la carte économique de l'Algérie. Agrémentée quelquefois de dessins montrant en fait une province française bien pacifique, bien mise en valeur, où poussaient blé, vignes et arbres fruitiers, où le facteur arrivait à l'heure et le médecin au premier appel. Une vision idyllique, sans aucun rapport avec la réalité. C'est l'autre aspect de l'histoire restée vivace dans les mémoires populaires, que des peintres algériens ont collectivement entrepris de mettre en image, depuis les révoltes contre les conquérants romains jusqu'à la révolution qui amena l'indépendance. Le collectif pictural a été placé sous la direction de Mohamed Issiakem, peintre algérien internationalement connu pour son talent, et connu aussi en Algérie pour son esprit anticonformiste. On a considéré que les artistes algériens ne se supportaient pas les uns les autres. Nous leur donnons ici même la preuve qu'ils peuvent écrire leur histoire ensemble. Vous les voyez bien tous, tellement différents les uns des autres qu'on ne le sent même pas. Oui. On constate qu'il n'y a pas de résistance. Ouais, on a l'impression qu'ils font du tourisme ici. Il se trouve que l'histoire a dit que quand ils ont débarqué, ils n'ont trouvé aucune résistance parce qu'à l'époque, ils avaient une stratégie qui permettait c'est-à-dire d'attendre l'ennemi et puis de le coincer par la suite et de l'attaquer. Ce qui fait que ceux qui sont venus pour débarquer, effectivement, n'ont trouvé aucune résistance. Absolument. Ah, aucune. Autrement dit, vous êtes en train maintenant de rendre à l'Algérie toute une image qui lui a été confisquée par le colonisateur. Absolument, absolument. Et sans haine. Sans haine, à partir d'une documentation très sérieuse, nous essayons de faire le maximum, d'être objectifs. Nous ne voulons pas tricher. Nous ne voulons pas tricher. Est-ce que Sidi Ferruch a existé? Bon, Djemil l'a vu ainsi. Est-ce que la bataille de l'Harrach a existé? Monsieur Sahouli l'a vu à sa manière. Nous laissons chacun interpréter à sa manière l'épisode, Donc il s'agit autour de l'histoire d'un peuple de créer une entreprise à la fois où chacun peut s'exprimer individuellement, oui, mais à l'intérieur et avec le soutien d'une collectivité. Absolument, et à partir de données scientifiques très sérieuses. Vous avez donc des historiens qui travaillent Absolument, avec vous. nous travaillons en collaboration. Avant l'indépendance de l'Algérie, il y a quand même eu des peintures qui ont été faites sur l'Algérie par des peintres étrangers. Bon, si vous voulez nous ramener un petit peu aux orientalistes, aux orientalaneries, parce que vous savez, moi je suspecte tout ce qui a été fait par les orientalistes, sincèrement. On les appelle orientalistes, je me demande pourquoi d'ailleurs. C'était peut-être des touristes, ils appartenaient à une collectivité, peut-être. Bon, ils ont essayé d'imaginer certaines batailles, mais ils ne les ont pas vécues. Ce sont des informations suspectes qu'ils ont recueillies chez
Je ne les appelle même pas des envahisseurs. Mais notre histoire doit être de toute manière racontée, et je ne vois pas pourquoi les artistes ne se réuniraient pas à partir des apports des historiens, pourquoi ils ne raconteraient pas leur histoire. Et je vous dis, cette histoire se raconte très simplement. Et si de temps en temps vous avez un petit drapeau bleu-blanc-rouge, c'est tout simplement parce que le drapeau bleu-blanc-rouge représente l'envahisseur, le colonisateur. Il avait un drapeau bleu-blanc-rouge. Il n'y a absolument aucune haine. On veut être objectif et raconter l'histoire d'une manière très honnête, très saine. Les rapports avec les Européens, avec les Français, bon, il faut bien comprendre qu'on vivait au temps de l'Algérie française. C'est-à-dire que l'enseignement, d'abord, était en français. Moi, j'allais à l'école française avec des enfants français et européens. Et les indigènes, comme on nous appelait, étaient minoritaires à l'école. Bon, évidemment, quand on est enfant, ces choses-là passent au second plan, parce qu'il y a la camaraderie d'enfance. Il ne peut pas y avoir de racisme entre des enfants, mais il y a leurs parents derrière. Et le faux rapport, le mensonge, un enfant le sentait très vite. Par exemple, je vais à l'école française, j'apprends que mes ancêtres sont les Gaulois, je rentre chez moi, je parle en arabe avec ma mère, c'est autre chose. C'est vraiment deux mondes tout à fait différents. Et ces deux mondes étaient en lutte tous les jours. Donc, nous avons assez vite compris que nous vivions dans un monde faux et que nous étions dans une situation fausse et que nous vivions des rapports de maître à esclave. Naturellement, le racisme ne venait pas de nous, il venait plutôt des plus forts, c'est-à-dire de l'autre côté. Ce racisme, inutile de le décrire parce qu'on peut le voir, même en France à l'heure actuelle, il se manifeste de mille manières. Il était toujours présent et, en quelque sorte, notre force à nous, justement, est venue de là. C'est que le colonisateur nous méprisait, il ne nous voyait même pas. Mais nous étions obligés de le voir, d'apprendre sa langue, de vibrer à son histoire. Moi, je me rappelle la Révolution française, je ne cessais jamais de relire ce qui s'était passé. Mais je voyais la contradiction flagrante entre le colonialisme et cette révolution que m'apprenait la France. Pour engager le dialogue sur l'enseignement français dans l'Algérie d'hier, encore faut-il tenir compte de cette motion adoptée à l'unanimité au Congrès des maires d'Algérie en 1908. Considérant que l'instruction des indigènes fait courir à l'Algérie un véritable péril, tant au point de vue économique qu'au point de vue du peuplement français, les maires d'Algérie émettent le vœu que l'instruction primaire des indigènes soit supprimée. On dit que Saint-Louis aime la paix, mais il fait toujours la guerre contre les musulmans. Il n'a pas fait la guerre que contre les musulmans, il a fait la guerre contre les Bretons aussi. Il a même ramassé une dérouillée, il a fait la guerre partout, ce type-là. Ils mettent ça, mais en fait, dire qu'il aimait la paix, c'est quand même peut-être un petit peu exagéré, quoi. Ben alors, c'est pas vrai ce que tu nous donnes sur les livres. C'est pas moi qui vous le donne d'abord, et puis, enfin, c'est pas vrai, c'est des omissions, enfin, je sais pas, ils mettent pas tout dedans, enfin, c'est peut-être plus ou moins volontaire, on ne sait pas, mais non, enfin, il y a des trucs qui sont pas vrais, c'est sûr. C'est bien pour nous parce que nous croyons à tout ce qui est écrit. Dans le livre d'histoire, c'est écrit que notre pays s'appelait la Gaule. Et nos ancêtres, les Gaulois. Tu crois à ça? Non, ça... non, j'y crois pas, non. Vaut mieux laisser tomber ça, c'est des erreurs. Enfin, vaut mieux en rigoler, quoi, je crois. C'est pas... C'est le coup classique, ça. Les croisades. J'arrive pas à comprendre ce mot. Les croisades? Pourquoi tu comprends pas? Nous respectons Jésus, car c'est un prophète. Ah bon? C'est un prophète pour vous? Oui. Mais les chrétiens viennent défendre son tombeau. Oui. Je savais pas que Jésus était un prophète pour vous, mais évidemment, dans ces conditions-là... Je crois que les chrétiens ne viennent pas le défendre, mais ils aiment faire la guerre contre les musulmans. C'est pour ça que... Non, les chrétiens n'aiment pas plus faire la guerre aux musulmans qu'aux autres. Et si les juifs prennent le tombeau de Christ et que Jésus n'est pas dans leur religion, est-ce que les chrétiens font une guerre, une croisade? Tu crois ça? Tu m'apprends des choses en langue française, j'aime bien ça, mais pourquoi pas en langue arabe? Oh, mais on peut apprendre tout dans toutes les langues.
Pourquoi pas en arabe maintenant? Si, je sais pas, c'est à cause de la, je sais pas, moi, de la mission civilisatrice de la France, si tu veux. Comment? Je dis, tu t'en moques de moi? C'est peut-être après des conversations de ce genre avec ses élèves que Roger s'est rendu compte de ce que l'on attendait de lui. Former du bétail pour l'exportation. Merci. Couper les enfants de la culture de leur père. Qu'est-ce que c'est que ça? Char. Char. شوفي شعر. Char. Ya. طيب هي. Oui. La bouche. Femme. Femme. أيوة. Les dents. خشم. سنون. Soun. سنون. Snoun. سنون. Le nez. Le nez. الخشم. Al-Khashmou. الأنف. Al-Anfou. Les deux. الخشم والأنف. Ah bon, il y a les deux ouais. mots. Quoi. Les deux mots. Et Alpha. la main, comment on dit? L'oreille. L'oreille. الوراي. L'oreille. الوراي. Euh, الوزن. oui. الوزن. Al-Wizn. أي. La main. اليد. Yad. يد. Yadon. يد. La maison. La maison. الدار. Ad-Daru. الدار. الرجل. الرزق. Al-Rijl. والساق. لح. لباس. La barbe. لحية. L'achia. لحية. Rachiatan. لحية. Rachiatan. قول بالكدا لحية. Gourbil. لا قلت لك لحية. Lachiatan. encore Lachiatan. لحية. Lachiatan. لح. Lach. يا. Yeah. تن. Tan. لحية. Lachiatan. لحية. Lachiatan. لحية. Lachiatan. La France, ils ne connaissent même pas les préfectures. Et pourtant, qu'est-ce que nous formons? Beaucoup d'entre eux iront travailler en France. L'industrie française a besoin d'eux. Un de vos élèves m'a dit que si Saint-Louis était mort devant Tunis, il n'avait qu'à ne pas y venir. Je peux difficilement admettre ce genre de réflexion. C'est moi qui l'aurais appris ça. Eh oui, oui, quand même. C'est bien d'adapter le calcul aux problèmes locaux. Mais, encore une fois, monsieur Le Floch, il risque d'être perdu au certificat. Nous en sommes encore aux histoires de trains qui partent d'une gare pour aller dans une autre gare. Vous avez vu de train? Ou de baignoires et de robinets, les problèmes de robinets. Vous avez vu de baignoire ni de robinet, non? Et ils en verront quand ils iront en France. Puis ça va bien comme ça, hein, avec vos robinets, vos baignoires, vos trains, vos machins, vos Saint-Louis et vos bouquins racistes. Tenez, je m'appelle Le Flore, pas Le Floc, ni Le Floch, c'est un nom breton. Allez, quel nom, monsieur l'inspecteur? Ça suffit comme ça. Allô? Allô? Ah, docteur Crépin. Oui. Inspecteur Janvier. Non, pas inspecteur de police. De l'éducation nationale. Vous êtes tout excusé. Par les temps qui courent, on peut confondre. Oui, justement, monsieur Le Floch. Examinez-le sérieusement, docteur. Non, non, sur le plan mental. D'ailleurs, vous aurez mon rapport, n'est-ce pas? Oh, une agressivité pathologique. Qu'il se repose 1 mois, 2 mois. Merci, docteur, merci. J'étais un bon sujet, bien sage. Je croyais ce qu'on me disait. J'étais convaincue que tout ce qui se trouvait en rose sur les cartes du monde, c'était français. Et j'ai été extrêmement scandalisée lorsque j'ai appris que des gens qui vivaient sur ces cartes, sur cette partie rose de la carte, n'avaient pas exactement le même passeport que moi. L'avion régulier d'Air France a contribué dans une certaine mesure à la décentralisation littéraire en amenant à Biskra les membres du jury du Grand Prix des 4 jurys venus décerner en Algérie une récompense enviée. Bien qu'ils ne soient pas candidats au prix, les Aïssaouas font preuve d'un talent que possèdent rarement les écrivains. La littérature algérienne, avant l'indépendance, et même aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent que c'est Albert Camus. Et il est vrai que, pendant longtemps, Albert Camus a représenté ce qu'on a appelé l'école d'Alger. Et c'était un homme de gauche. Simplement, les Français qui connaissent Camus, peut-être le connaîtraient mieux, le comprendraient mieux,
s'il le comparait à un autre écrivain qui s'est trouvé dans la même situation, un écrivain américain, un grand écrivain, un autre prix Nobel comme Camus, c'est William Faulkner. Voilà, là nous avons deux écrivains qui naissent dans des conditions à peu près semblables. Et on peut dire que Camus était d'origine plus modeste même. Enfin, Faulkner était un fils de colon dans le sud des États-Unis. Il était dans la même position à peu près, dans la même situation fausse, c'est-à-dire il vivait parmi les Algériens, Faulkner vivait parmi les Noirs du sud des États-Unis. La grande différence, c'est que Faulkner parlait la langue des Noirs. Il emploie même dans ses livres l'argot des Noirs des États-Unis. Il les connaissait. Il était resté raciste, il avait des relents racistes. Mais dans ses livres, il se débattait avec ces nègres, avec ces Noirs. Il essayait de les comprendre, et il les comprenait souvent. Et ça ne l'empêchait pas de les haïr. Par contre, chez Camus, d'un côté, il était pour nous, pas pour l'indépendance, mais enfin, pour les indigènes, pour être moins brutal, moins raciste. Mais c'était au fond une position morale, seulement morale. Parce que dans l'œuvre de Camus, on peut voir facilement que les plus belles pages de Camus, c'est quoi? C'est Tipaza, c'est la plage, c'est le paysage, l'Algérie est belle, mais il n'y a pas de peuple, on ne voit pas le peuple algérien. Dans les livres de Camus, le peuple algérien est pratiquement inexistant. C'est très révélateur. Si on prend deux livres, l'un de Camus et l'un de Faulkner, on peut prendre par exemple L'étranger de Camus et Lumière d'août de Faulkner, qui peuvent très bien être comparés ici. Dans L'étranger, le personnage algérien, le seul, je crois qu'il s'appelle Saïd, c'est à peine s'il existe. On le voit tout juste, je ne sais même pas s'il dit quelques mots, et hop, il meurt d'un coup de soleil. Plus de Saïd, plus d'Algériens, et tout le reste, c'est l'Algérie française, c'est pas l'Algérie. Par contre, dans Lumière d'août, Faulkner trace le portrait d'un nègre assassin qu'il charge avec haine, même en sang, qu'il se bat avec ce nègre dans son livre. Mais ce nègre-là domine le livre. Là, on sent vraiment un travail d'écrivain, un grand écrivain, parce qu'il savait de quoi il parlait. Et le grand malentendu, c'est ça, justement, ici en Algérie. Il était impossible, surtout aux écrivains, il y a peut-être eu des exceptions, mais dans l'ensemble, ça reposait avant tout sur une illusion, un malentendu, une situation fausse, puisque Camus vivait toujours parmi les Européens. Il n'avait aucune ouverture, et je dirais même, on pourrait l'accuser, mais il ne faut pas non plus tomber dans une autre position morale. En fait, il n'y avait pas la curiosité la plus élémentaire pour la vie de ce peuple, pour sa langue. Sa vision du peuple algérien était une vision très rudimentaire, très lointaine. Et par là même, ça a infirmé son œuvre. Et on l'a vu d'ailleurs très curieusement pendant la guerre d'Algérie. Alors, pendant la guerre d'Algérie, il a eu une position morale assez courageuse, puisque les pieds noirs lui ont jeté des tomates, ils voulaient même le tuer. Bon, c'est vrai. Mais d'un autre côté, à un moment donné, lorsqu'il a eu le prix Nobel, il a eu une parole révélatrice. Et à un moment donné, juste après la remise du prix, il y a eu une conférence, il y avait des journalistes. On lui a posé la question, parce que sa mère était encore ici. Sa mère était encore en Algérie pendant la guerre. Et il en est arrivé à dire, moi, si je dois choisir entre l'Algérie et ma mère, je choisis ma mère. Et à ce moment-là, dans la salle, il y a justement un nommé Saïd, comme le personnage qu'il a tué dans son roman. C'est très curieux. C'est un travailleur algérien qui travaillait là-bas, en Suède, qui se trouvait dans le public et qui lui a dit, moi, je ferai pas la différence entre l'Algérie et ma mère. C'est-à-dire, quand on se sent algérien, on ne viendrait pas à l'idée, il ne pourrait pas venir à l'idée d'un Algérien de dissocier sa mère de l'Algérie. Voilà, le drame, il est là. C'est pourquoi, bon, il faut quand même que les Français comprennent une fois pour toutes que la littérature algérienne, c'est pas Camus, et l'Algérie n'est pas française. Et la littérature est un bon moyen de comprendre. Parler du cinéma colonial, je pense que c'est tellement facile, parce que c'est tellement pauvre, tellement inexistant. Je crois que d'ailleurs c'est le thème un peu de l'émission, la négation d'un peuple par l'image. Les quelques films qui existent sont connus, que ce soit Pépé le Moko, que ce soit le remake de Pépé le Moko Casbah, que ce soit les films sur la Légion. Il n'existe que 2 livres traitant de ce sujet, c'est Caméra sous le soleil et le cinéma colonial.
Mais on retrouve les mêmes choses, des lieux communs, à savoir l'arabe fuyant, traître, vu de loin, jamais précis, toujours comme une ombre, ou l'arabe avec un couteau, tuant par derrière, ou alors l'arabe, quand il arrive dans un souk ou il arrive dans un marché, il crie. Il y a une foule d'arabes et ça crie, ils ne parlent pas, ces gens-là, ils crient seulement. Bon. Ça, c'est malheureusement, malheureusement bien sûr, mais c'est logique dans un système colonial, c'est tout ce qui existe comme image de cette période. Mais il y a quand même, dans Pépé le Moko, il y a quand même l'image d'un arabe. Oui, c'est un second rôle, mais... Voilà, c'est un traître. C'est un traître, c'est le billard, comme on dit en arabe, c'est l'agent, et c'est l'une des rares fois où on a donné une image d'un arabe un peu près, il est failant, il est traître. Bon. Quand on prend un livre français, spécialement un dictionnaire qui est le reflet de la civilisation, et même on pourrait trouver notre image à nous que nous donnent les Français. Quand on regarde, on prend par exemple le mot sémite, qui est assez révélateur. Alors là, je prends le dictionnaire. Tout le monde sait ce que c'est que sémite. Alors tout le monde sait ce que c'est que sémite. Alors je reprends parce que j'ai l'impression que les gens ne savent pas ce que c'est. Alors sémite dans le dictionnaire dit Sem, fils de Noé, nom donné aux membres d'un ensemble de peuples du Proche-Orient parlant actuellement ou ayant parlé dans l'Antiquité les langues sémitiques. Les plus importants des peuples sémites, anciens ou modernes, sont les Acadiens, les Amorites, les Aramais, les Phéniciens, les Arabes et les Hébreux. Les Arabes et les Hébreux. Oui. Donc, alors maintenant, on va voir qu'est-ce que veut dire le mot antisémite, qui pour nous veut dire opposé. On est bien d'accord sur ce plan-là. Bon, on va voir ce qu'en pense le dictionnaire. Alors, pour le mot antisémite, alors la définition est très courte, hein, c'est étrange, c'est hostile aux juifs. Alors, puisque être antisémite, c'est être hostile aux juifs. Alors, qu'est-ce que serait être hostile à l'arabe? Tu es un arabe, qu'est-ce qu'on qualifierait ça de quoi? Puisque l'adjectif... Oui, tu dis que les arabes, effectivement, sont sémites aussi, et antisémite, c'est uniquement hostile aux juifs, donc d'après toi, d'après le dictionnaire... Non, il y a pas quelque chose, il y a quelque chose qui cloche là. Quand on tue un arabe, on n'est pas antisémite, mais quand on tue un juif, on est antisémite. Les frontières religieuses sont des frontières très sérieuses. Elles ne sont pas rigoureuses entre les individus. Entre les individus, l'accord se fait plutôt d'après la culture que d'après la religion. Mais entre les nations, les frontières religieuses sont quelque chose de très fondamental. Alger fait un chaleureux accueil au cardinal Verdier, archevêque de Paris, qui, en qualité de légat pontifical, va présider le congrès eucharistique de l'Empire. Pour la messe en plein air, un autel monumental a été dressé au bord de la mer. Sur la demande de sa sainteté Pie XII, c'est la paix et la charité qui sont les principaux thèmes des cérémonies solennelles. Je connais énormément de mariages mixtes, très heureux, entre Français ou Françaises et Algériens ou Algériennes. Mais ceci, l'accord des individus est une chose et l'accord des collectivités est une autre. Lorsqu'il y a différence religieuse entre deux populations, le moindre déséquilibre économique est ressenti avec une aigreur extrême. Or, entre la France et l'Algérie, il y avait deux dissemblances, qui étaient premièrement la dissemblance religieuse et deuxièmement la dissemblance économique. De tous les points de l'Empire français, chaque jour, de nouveaux contingents s'embarquent à destination de la métropole. D'un même cœur, d'un même élan, ils viennent apporter leur aide à la France en guerre. La guerre, c'est le rationnement. Tout était rationné, tout était au marché noir. Il y avait la famine. Et je ne sais pas si on imagine vraiment ce que ça veut dire, la famine. Moi, j'ai vu de mes propres yeux un homme mort de faim à Sétif dans la rue. Et il était à moitié nu, parce qu'on ne trouvait même pas de quoi s'habiller non plus. On ne trouvait strictement rien. C'était la misère la plus noire.
Il y avait d'ailleurs, la misère amène d'autres choses, les épidémies par exemple. Il y avait une épidémie de typhus terrible au village où j'étais, près de Sétif. Enfin, les gens allaient au cimetière plusieurs fois par jour. On mourait par famille entière. Presque toutes les familles étaient décimées. Et vraiment, c'était une épidémie qui a fait énormément de victimes. La misère, bon, ces épidémies-là, et puis tout d'un coup, l'annonce d'une victoire qui devait se concrétiser par un changement pour nous. Une grande espérance, c'était de voir l'Algérie se libérer en même temps que la France et établir avec elle d'autres liens que les liens coloniaux. Mais pour les tenants du colonialisme, il est hors de question que changent ces liens coloniaux. Pour eux, ces soldats algériens, rescapés de la campagne d'Italie, de la campagne de France, de la campagne d'Allemagne, il faut bien leur faire comprendre dès leur retour à Alger qu'ils se sont battus pour la liberté des autres et pas pour la leur. Pour bien marquer qu'en Algérie, rien n'est changé, l'administration coloniale entend, avant même que cesse la joie populaire, frapper un grand coup. Lorsque je suis sorti du collège, le mardi 8 mai 1945, parce que nous avions l'autorisation de sortir, c'était un jour de fête, il y avait les cloches chrétiennes qui sonnaient, il y avait même des officiers qui buvaient du champagne sur les trottoirs. C'était d'un côté, dans le centre, puisque le lycée était au centre, une atmosphère de joie, mais tout d'un coup, cette atmosphère-là a totalement changé parce que, je l'ai compris plus tard, mais enfin, il y a eu un élément nouveau, c'est le défilé du 8 mai 1945 à Sétif, qui était vraiment imposant parce qu'il faut savoir que le mardi, c'est le jour de marché à Sétif. Et il y a énormément de paysans, il y a des communes très peuplées tout autour, et il y a énormément de gens un jour de marché à Sétif. Les paysans étaient désarmés, mais c'était une immense foule. Et devant la foule, il y avait les scouts musulmans, et derrière les scouts, des étudiants, dont certains étaient des camarades. Et ils m'ont fait signe de les rejoindre. C'est comme ça que j'ai participé à la manifestation avec ces étudiants. Mais nous avons tout juste fait quelques pas. Et puis il y a eu des coups de feu. Le cortège a reflué. On a vu même des enfants écrasés. Et puis c'était la panique. On ne pouvait pas bien comprendre ce qui se passait, mais on voyait bien que c'était très grave. J'ai pris la décision de rentrer dans mon village parce que mon père était malade. L'armée est arrivée, il y a eu des scènes de viol, etc., mais ça je l'ai su après. Bref, l'armée a occupé le village, la région, et puis le 13 mai, on est venu me chercher à la maison, à la cité des civils. J'ai été arrêté, conduit à la gendarmerie. Ensuite à Sétif, au camp d'artillerie. Là, nous étions quelque chose comme 6000. 6000 Algériens de cette région-là. Et il y avait, moi j'étais jeune, j'avais 15 ans, mais il y avait plus jeunes que moi. Il y en avait qui avaient 12 ans, des gosses qui avaient été ramassés. C'était une sorte de coup de filet, à la gendarmerie par exemple, dans le village. On avait vu des corps, on avait vu des cadavres pour arriver à la gendarmerie. Et puis on entendait des coups de feu, souvent, surtout la nuit, tout près. Alors tout le monde pensait qu'on allait être liquidé. Bon, les gendarmes et l'armée amenaient tout le temps de nouveaux prisonniers et on comprenait bien qu'il y avait vraiment une vague de répression qui s'est poursuivie après. Et c'est à Sétif, surtout quand on est arrivé au camp, que nous avons commencé à avoir quelques informations et à comprendre l'ampleur du massacre. Face à 103 morts européens, l'administration coloniale annoncera 1150 morts algériens victimes de la répression. Mais si le bilan des morts européens reste stable, le chiffre des morts algériens s'alourdit vite. 7500, dit-on à l'état-major du général Duval. La commission présidée par le général Tubert arrive à 15 000 morts, mais est rappelée avant d'avoir terminé son décompte. La commission algérienne et une commission de l'ambassade américaine arrivent à peu près à un chiffre commun, entre 40 000 et 45 000 victimes algériennes. Oui, c'était vraiment un massacre, un grand massacre. Et il faut comprendre qu'il n'est pas dû au hasard, il n'est pas seulement lié à l'histoire entre l'Algérie et la France,
puisque ce massacre, le même, et peut-être encore plus ample, s'est produit à Madagascar, la même année. Et en Indochine aussi. C'est la même politique qui a conduit à ces massacres-là. Puisque en Indochine, le bombardement de Haiphong, le revirement du gouvernement français avec le bombardement par d'Argentieux, l'amiral d'Argentieux, qui traduisait un changement radical de la politique française. Parce qu'après le discours de Brazzaville de Gaulle, on pensait que le gouvernement de la France libre serait pour l'émancipation des colonies. Il y avait des espérances et des illusions dans ce sens. On parlait d'union française. Et quand on a vu le massacre, quand on a commencé à avoir des nouvelles de ce qui s'était passé, par exemple pour ma part, moi j'étais dans la région de Sétif, mais j'avais une grande partie de ma famille à Galma, dans la région. Et on a appris là que les massacres ont été extraordinairement sauvages. Ils voulaient vraiment nous anéantir, et d'ailleurs les plus cyniques disaient, bon, comme ça on aura la paix pendant 10 ans. Ce qu'ils faisaient, c'était vraiment, ils voulaient atteindre avant tout la jeunesse algérienne. Cette jeunesse qui levait la tête, ils la sentaient relever la tête. Et à Galma, par exemple, ils se présentaient avec des camions dans les domiciles. Ils prenaient, j'ai eu comme ça beaucoup de camarades d'école, beaucoup de jeunes que je connais très bien, qui avaient le même âge que moi à peu près, et beaucoup d'autres qui ont été ramassés et froidement exécutés par les milices. Alors ces milices, c'était naturellement des milices de colons, mais elles agissaient en rapport étroit avec l'armée. Ça a été vraiment la boucherie. D'autant plus que c'est allé très loin. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais soupçonné tant de haine. Il est vrai que la haine a existé des deux côtés. Mais je crois que là où elle existait le plus, c'est du côté des colonialistes. Par exemple, quand on brûle un greffier qui avait 9 enfants à Kharrata, ils l'ont brûlé, ils l'ont aspergé d'essence et brûlé avec ses enfants. Bon, moi j'ai eu un parent qui a été tué avec sa femme enceinte. Là, justement, l'histoire de ce parent prouve qu'on ne pouvait même pas être neutre. Parce que ce parent-là, au fond, il était neutre, il n'était pas engagé politiquement. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la pêche à la ligne. Il travaillait à l'école d'agriculture. Bon, il faisait très bien son travail et puis il allait à la pêche. Puis voilà. Bon, quand il y a eu des événements, quand la milice de Galma s'est formée, on est allé le prendre, on lui a dit, voilà, prends un fusil, on va tuer les Arabes. Bon, lui, il a dit non, pourquoi je vais tuer les Arabes, il n'y a rien contre eux. Bon, ben à ce moment-là, on l'a immédiatement fusillé, sa femme l'a entendu tomber, elle est venue en criant, enceinte, ils l'ont tué, et son fils, 10 ans, pareil, et c'était pareil, ça a été, dans toute une région, ça a été ça, systématiquement. Le gouverneur général, c'était un socialiste, c'était le gouvernement de Gaulle. C'est là qu'on a vu l'armée déjà dépasser en quelque sorte le gouvernement, le mettre devant le fait accompli, procéder au massacre, et par là même confisquer le pouvoir aux civils. Et ça, on ne l'a pas assez compris en 1945. Bien, ce qui s'est passé ce jour-là, je crois que ça a été, on pourrait appeler ça les illusions perdues. Nous avons perdu l'illusion que nous pouvions avoir l'indépendance comme ça, octroyée d'en haut, comme un cadeau des Français de gauche. Quant aux colonialistes, eux aussi, ils ont perdu au moins une illusion. Parce qu'ils pensaient que par ce grand massacre, ils auraient la paix pendant 10 ans. Mais quelle paix? أشهد